Notre pays est ultra centralisé, notre pays concentre tout sur Paris, et notre pays pense que tout doit venir de Paris. Et je pense que c'est le problème de notre pays. Et la démarche de Jean-Christophe, c'est exactement l'inverse. C'est d'être allé chercher l'optimisme à partir des territoires, à partir de ce qui se passe dans nos régions, et à partir, je dirais, de ce qu'est cette couche entrepreneuriale qu'on a, qui passe souvent en dessous des radars, et qui constitue en réalité, à mes yeux, le principal atout de notre pays aujourd'hui dans les défis qui sont à venir. Alors je vais essayer de vous présenter ce que nous on fait dans notre région. On en est évidemment très fiers. Je suppose que vous avez eu à peu près des discours dans les différentes régions qui ont essayé de pointer et de mettre en avant leurs caractéristiques. Ici, on va faire très simple. Nous, notre ADN, c'est le travail, l'entrepreneuriat, l'industrie. Et on l'a conçu comme ça. Quand on a récupéré la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était une région qui est quand même très grande, très fusionnée, dans laquelle aujourd'hui, je pense qu'on est une des régions où l'installation de la grande région s'est le plus effectuée dans les têtes, on s'est demandé quel est l'ADN commun entre un start-upper de Lyon, un chercheur de Grenoble, un ouvrier du décolletage de la vallée de l'Arve et un agriculteur du Cantal. Vous verrez qu'il n'y a pas que des agriculteurs dans le Cantal. Et le point sur lequel on s'est concentré, c'est de se dire l'ADN commun, c'est le travail. Et nous, on est une région du travail, de l'entrepreneuriat, et on va se concentrer là-dessus. Et en déclinant un peu plus, à l'époque, on avait travaillé avec Juliette sur ce sujet-là. On était notamment allé à San Francisco pour essayer d'avoir des nouvelles idées. Et on était parti en se disant, il faut qu'on parte sur le digital, etc. Et à San Francisco, ils nous avaient dit, faites pas ça, c'est n'importe quoi. Tout le monde part sur Startup Nation. Mais vous avez une autre carte à jouer qui est beaucoup plus intelligente. Vous avez de l'industrie. Et donc, misez sur votre industrie. Et donc, on a conçu dès le début toute notre politique autour de l'industrie. À une époque où le concept de souveraineté industrielle n'était absolument pas à la mode. Et où on était même les seuls. La mode, c'était de dérouler tapis rouge à tous les GAFA américains quand ils venaient. On les accueillait à Versailles, tout était extraordinaire. Et nous, on s'est dit non, on croit dans l'industrie. On est convaincu qu'un pays ne tient pas sans son industrie. Et il faut qu'on parte de notre industrie et qu'on renforce notre tissu industriel. Et ça a été notre obsession. Tous les outils qu'on a conçus sont tournés autour de ça. Avec évidemment la volonté de faire bouger notre industrie. La décarboner, la faire basculer sur l'industrie digitale, les pousser à travailler sur le data, bien sûr, mais concentré autour de cette idée industrielle. Le résultat, et on en est assez fiers, c'est que vous êtes dans la première région industrielle de France, devant l'Île-de-France. La première région en termes de nombre d'emplois industriels, de création de valeur, de pourcentage du PIB, c'est notre région. Donc on est très clairement la locomotive industrielle de notre pays. Et on est dans les 5 plus grandes régions industrielles d'Europe. Et on est convaincu qu'on peut y arriver et que si la France arrive à bien corriger ses trajectoires, on peut parfaitement remonter la pente. D'abord, on a commencé par quelque chose qui n'est absolument pas à la mode. On a nettoyé la dépense publique. Alors ça ne rend pas toujours très populaire parce que dans notre pays, il y a quand même un principe, c'est qu'on a droit à une subvention à vie. Surtout si je suis taquin, si on appartient à quelques domaines, notamment la culture, où là, la subvention est absolument à vie. En plus, on ne peut demander des comptes sur rien. Nous, on ne croit pas à ça. Nous, on pense que pour qu'un pays marche, il faut commencer par bien gérer sa dépense publique. Et pour qu'une région marche, il faut commencer par bien gérer sa dépense publique. Donc, on a fait 15% d'économie sur les dépenses de fonctionnement. On s'est mis dos au mur en s'interdisant d'avoir 1 euro de dette supplémentaire. En 7 ans, on n'a pas fait un seul euro de dette supplémentaire. On s'est mis dos au mur en s'interdisant d'augmenter aucun impôt, aucune taxe. Donc ici, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les taxes, on ne touche à rien. On est sur une fiscalité où on s'interdit de toucher à l'outil fiscal. Et l'objectif, c'est que la région coûte le moins possible en termes de fonctionnement pour avoir le plus possible d'argent sur l'investissement. Nous sommes notés par une agence financière, la même dont on attend le résultat demain, et cette agence nous classe juste 1 cran en dessous de l'Allemagne. Et maintenant 2 crans au-dessus de la France. Et on est dans les collectivités locales la mieux gérée de France. Et ça, c'est très important que je le dise, parce que ne vous trompez pas, il y a une colonne recettes et il y a une colonne dépenses. Et qu'il n'y aura jamais de compétitivité économique et industrielle si on gaspille l'argent public. Et la maladie française du quoi qu'il en coûte et des chèques à tout le monde pour acheter des grille-pains, vous les payez ensuite sur les impôts de production, sur les charges salariales, sur les charges patronales, sur les impôts sur le revenu, sur tout ce que vous prenez pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, nous, la première matrice, c'est de se dire, ici, on commence par économiser sur la dépense, c'est la condition pour ensuite pouvoir se donner les moyens de son ambition. Partant de là après,
on a fixé l'idée que l'essentiel de notre investissement devait aller à ce qui crée de la valeur. Il faut d'abord créer de la valeur avant de vouloir la redistribuer. Donc on s'est concentré sur tout ce qui permet d'accompagner l'entrepreneuriat, les infrastructures, la création d'équipements et de chantiers, l'innovation dans le domaine du BTP, tout ce qui nous permet de conforter et de renforcer notre région économiquement. On l'a fait avec une méthode à laquelle je suis très attaché parce que je pense que c'est une des voies de réflexion qu'on doit avoir. Jérôme va vous expliquer, s'il ne l'a pas déjà fait, tout ce qui... et c'est une grande chance que vous l'ayez. Jérôme Fourquet, aujourd'hui, c'est le meilleur analyste de ce qui se passe dans le pays. Le travail qu'il a fait, livre après livre, pour comprendre la façon dont le pays part en archipel, ses attentes, la façon dont il se transforme et dont il vit ses propres transformations, c'est passionnant. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir Jérôme Fourquet qui intervient ici. Profitez-en, parce qu'il a posé à mes yeux le meilleur diagnostic sur l'état du pays. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une société dans laquelle les gens veulent de la souplesse. Et nous, on a un système ultra vertical. On est dans une société où la création de valeur, c'est se mettre ensemble. Et nous, on a un système dans lequel c'est la puissance publique qui, dans sa majesté, qui n'a pas tellement changé depuis Louis XIV, pense que ça sait tout mieux que tout le monde et que ça impose les choses. L'État pense qu'il va définir la stratégie industrielle lui-même sans aucune interaction avec les acteurs. L'État pense qu'il fait le RER métropolitain sans même réunir autour de la table les différents acteurs pour pouvoir faire un RER métropolitain. Et on est devenu la démocratie au monde qui est la plus archaïque. J'ouvre juste cette parenthèse parce que vous ne changerez pas le pays si vous ne changez pas le process. Ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mode de gestion du pays qui est devenu archaïque et c'est comme si dans une entreprise, vous dites « je prends l'entreprise et juste parce que c'est moi, ça va s'améliorer ». Non. Si vous ne changez pas la manière de fonctionner de la France, vous ne changerez pas le pays et vous ne lui redonnerez pas de la liberté et de l'oxygène. Nous, tout tombe d'en haut. Le principe qu'on a ici, je ne suis pas un grand adepte de démocratie participative, pour ceux qui me connaissent, mais en revanche, j'aime bien quand on travaille ensemble. Et donc, on additionne nos publics et privés systématiquement. J'essaye de m'appuyer beaucoup sur les réseaux consulaires. Je crois dans les corps intermédiaires. Et je pense qu'on est plus intelligent quand on essaye d'additionner des choses. Et donc, la réussite, ce n'est pas la réussite de la région. C'est la réussite de la région, plus les réseaux de CCI, plus les réseaux de chambres de métiers, plus les représentants du monde entrepreneurial, plus les clusters, plus les pôles de compétitivité, plus les chefs d'entreprise. Et on essaye de travailler en commun. Sur une idée publique et privée, c'est une bonne idée à associer. Et quand vous regardez dans le monde, les modèles qui marchent, ce n'est pas privé tout seul, ce n'est pas public tout seul, c'est public et privé ensemble. Parfois, ça remet en question, parce que le raisonnement du privé n'est pas exactement celui classique du public, mais ça fait beaucoup de bien et ça apporte beaucoup d'oxygène. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'est doté d'outils. D'abord, on met beaucoup d'argent pour accompagner nos entreprises, parce que les autres le font. Les Allemands le font, l'Italie du Nord le fait, l'Autriche le fait, la Flandre le fait. Nous, on est les rois pour appliquer les aides européennes et les règlements, mais en revanche, pour soutenir nos entreprises dans leurs investissements, beaucoup plus compliqué. Donc, on met de l'argent pour pouvoir accompagner nos clusters, nos pôles de compétitivité, l'innovation. Et ensuite, on a essayé de faire très méthodiquement ce dont a besoin un chef d'entreprise. D'abord, il a besoin d'un endroit qui lui simplifie la vie. Donc, on a une agence avec une équipe dont je suis très fier, qui fait un super boulot. Ils sont d'ailleurs cachés dans le fond. Il y a Emmanuel, il y a Yann. On a fusionné 10 agences avant qui s'occupaient d'entreprises. Et eux, ils sont capables de faire à 360 degrés. Ils s'occupent de votre foncier, ils s'occupent de vos aides, ils s'occupent de la recherche, ils s'occupent de la formation, ils s'occupent de vous faciliter les tâches administratives, un seul endroit. Parce que le gros problème, c'est la réglementation. C'est comme ça qu'on a réussi, par exemple, à attirer Van Cleef & Arpels, qui vient de prendre sa principale décision d'investissement des 5 dernières années avec un investissement de plus de 50 millions d'euros et qui se fait dans notre région parce qu'ils avaient un seul guichet en face, là où dans les autres régions, ils avaient 4 à 5 personnes. Et ça nous a permis d'être très réactifs et de les attirer chez nous. Ils vont, ce qui est quand même une fierté à tiers, donc ça montre qu'on peut vraiment arriver à ramener des entreprises dans notre territoire et dans la Drôme, pas très loin d'ailleurs de chez Thierry, un tout petit peu plus au sud de Vienne. Chez son concurrent à Valence. Mais le prochain sera chez toi, Thierry. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, quand on a un gros dossier, on est capable de mettre beaucoup d'argent. On avait une ambition, on voulait montrer que c'était possible de refabriquer des sneakers en France. Et on a un entrepreneur du textile génial, que j'adore, qui est venu nous voir et qui nous a dit « j'ai étudié le process, on peut arriver à rapatrier du Vietnam, mais il faut qu'on investisse beaucoup en robots. » Et on l'a énormément accompagné. On l'a mis en lien avec Siemens,
parce que moi je crois aussi au partenariat entre grands groupes et PME ETI. C'est une erreur d'opposer les deux. Il faut avoir l'écosystème global. Et en Ardèche, il a installé une usine qui est sans doute une des plus modernes aujourd'hui dans le monde, qui fabrique des sneakers en partenariat avec Babolat notamment, et qui est pour nous une grande fierté, parce que c'est la première fois depuis maintenant 20 ans qu'on aboutit à refabriquer et relocaliser. Deuxième exemple. Troisième exemple, l'enjeu majeur, c'est la formation. Les mines d'or du 21e siècle, c'est les ressources humaines. Et donc, à chaque fois qu'on essaye d'attirer des entreprises ou de les aider à se développer, on investit beaucoup sur le fait de dire vous pouvez localiser une structure de formation dans votre entreprise. Et nous, on ne demande pas que ce soit dans un lycée ou dans une structure publique. Si vous voulez le faire à l'intérieur, ça nous va très bien. Si vous voulez vous mettre en commun pour en avoir une commune à plusieurs entreprises, on est capable d'accompagner. Si vous voulez faire une formation qu'on localise dans un lycée, on fait. Mais à chaque fois, on a toujours ce raisonnement formation. Et on constate que c'est soit si ça y est pas un frein, soit si ça y est un gros accélérateur. Juliette notamment a développé une école remarquable de codage du numérique sur le plateau de Charbonnières et qui nous a permis d'approvisionner tout ce qui était codeur, digital, etc. en les formant directement sur notre territoire. Et ça a quand même été un vrai changement. On dit un game changer, c'est ça, et qui nous a permis de faire une bascule qui a été importante. Ensuite, quatrième élément, les réserves foncières. Avoir de la réserve foncière, c'est très difficile aujourd'hui. Une loi vraiment dingue a été adoptée avec zéro artificialisation nette. Le danger, c'est qu'on ne trouve plus de foncier dans notre pays. Donc la décision qu'on a prise, c'est de limiter les surfaces commerciales dans la région, limiter l'extension des lotissements et créer de la réserve qu'on dédiera uniquement à nos entreprises et à nos entreprises de production. Et ça, c'est la région qui gardera la main pour éviter qu'on se retrouve encore... Moi, j'aime beaucoup ça, hein, les entrepôts logistiques, c'est bien, il en faut. Mais à l'arrivée, c'est quand même le signe d'une économie qui repose uniquement sur l'importation, avec des hectares et des hectares qui sont gelés, très peu de monde dedans, très peu de création de valeur. Donc je ne suis pas du tout en soi contre les entrepôts logistiques, mais enfin je préfère quand même avoir des industries qui produisent et qui produisent chez moi. Donc on va prendre la main là-dessus pour constituer de la réserve foncière et ça on l'a anticipé. Et notre dernier atout, c'est la mise en place d'un fonds souverain qu'on a structuré sur un raisonnement assez simple. Là aussi en partenariat avec des family office et des banques régionales, avec l'idée de dire à nos habitants, aujourd'hui quand vous mettez votre argent dans un compte épargne, vous ne savez pas à quoi il va servir. Il va partir au Brésil, il va partir au Vietnam, il va partir aux États-Unis. Et tout le monde a la passion de vouloir savoir, ok, mon épargne, où est-ce qu'il part? Et avec notamment la possibilité d'avoir des fonds verts. Les fonds verts, c'est très sympathique, mais vous ne savez pas où ça part. Et donc ce qu'on a voulu proposer, c'est un produit d'épargne dans lequel on dit aux particuliers, votre argent sera réinvesti dans nos industries et dans nos emplois. C'est géré par un chef d'entreprise. Moi, je ne veux pas interférer, sinon on finit comme Ségolène Royal, donc avec Berlier. Donc ça, les politiques, c'est très bien, mais ça ne prend pas les décisions d'investissement. On a fixé la doctrine stratégique, c'est tourner sur les industries. L'objectif, c'est de permettre l'accélération et la montée en puissance. Et ça nous permet d'intervenir notamment en fonds propres pour aider au développement. On l'a structuré en fonds ombrelle pour ceux qui sont à peu près techniques dans le domaine. Et ça nous permet d'avoir une vraie force de déploiement. On le fait monter en puissance. C'est aussi une façon de dire on se donne les moyens d'accompagner et de protéger nos entreprises. Je vais donner là aussi un résultat très simple. Biose, dans le Cantal, toute petite entreprise quand je les ai connus. Ils étaient même pas une trentaine. Aujourd'hui, ils sont en train de monter vers 500. C'est le leader mondial dans tout ce qui est la fabrication de médicaments, de produits pharmaceutiques à partir de bactéries végétales ou animales et donc aucun recours à la chimie. Et ils ont bouclé d'ailleurs leur dernière levée de fonds à 300 millions d'euros et nous on les a accompagnés. Et ça, c'est des outils qui sont très forts et qui montrent, c'est pour ça que je vous le cite, qu'on peut arriver à réussir ces relocalisations industrielles à l'intérieur de nos territoires. Maintenant, je voudrais finir avec un constat, parce que ça se mesure. La CCI a fait une étude des projets de relocalisation en France. La moitié de tous les projets de relocalisation qui ont été conduits dans notre pays se sont faits en Auvergne-Rhône-Alpes. 50%. Donc ça, pour nous, c'est une gigantesque fierté. Parce que le fait d'être parti avant, d'y avoir cru, d'avoir défendu la souveraineté industrielle, de s'appuyer sur nos chefs d'entreprise très tôt, ça nous a permis de garder cette maîtrise. Et la deuxième satisfaction pour nous, c'est que la plupart du temps, ce sont des chefs d'entreprise qui détiennent eux-mêmes leur entreprise.
C'est pas des fonds qui restent pendant 5 ans et qui ensuite tournent, ce qui est bien aussi, hein, et ça peut être un modèle, mais j'aime bien quand même qu'on ait des chefs d'entreprise enracinés dans leur territoire et qui sont pour nous notre force d'appui. Et ça, c'est vraiment la ligne directrice qu'on essaye de tenir. Maintenant, je voudrais finir avec 3 conclusions, si vous me permettez, en ayant déjà été un tout petit peu trop long. La première sur la décarbonation. Vous voulez agir pour la planète, vous avez une seule chose à faire. Vous ramenez les industries et la production en France. Il y a très peu de pays au monde qui peuvent se permettre de dire ça. Nous avons le système de production économique qui est le plus décarboné au monde. À condition d'arrêter de faire n'importe quoi sur le nucléaire, de continuer à développer les énergies renouvelables et de ne pas oublier l'hydraulique, nous avons le système de production au monde qui est le plus respectueux de la planète et de l'environnement. Et donc, de grâce, arrêtons de nous tirer des balles dans le pied. C'est une chance inouïe d'avoir un pays qui puisse dire « Nous, notre intérêt, si on veut sauver la planète, c'est produire chez nous et arrêter d'importer trop ailleurs. » Vous êtes en Allemagne? Non, pas avec le charbon. Vous êtes aux États-Unis? Sûrement pas. Vous êtes en Chine? J'en parle même pas. Nous, oui. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est suffisamment dingue pour sans cesse rajouter des normes à nos propres productions qu'on n'impose même pas aux produits qu'on importe, alors que chez nous, c'est tellement simple, il suffit de dire « sauver la planète, c'est faire réussir l'industrie française ». C'est quand même pas très compliqué comme message. Et je trouve qu'à faire passer à nos enfants, c'est extraordinaire, parce qu'on leur donne le sentiment que maintenant, pour sauver l'environnement, il ne faut plus qu'ils aient d'ambition pour leur pays, il ne faut plus qu'ils aient d'ambition pour les entreprises, il ne faut même plus qu'ils fassent d'enfants. C'est exactement le message inverse qu'il faut leur dire. Vous avez la chance inouïe d'être dans un pays qui est un facteur d'équilibre sur l'environnement, un facteur d'équilibre dans la régulation du monde. Et donc on doit juste tous ensemble se mobiliser pour faire réussir notre pays. Parce que si notre pays réussit, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, c'est une bonne nouvelle pour la stabilité du monde, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Et il faut qu'on retrouve cette fierté. Parce qu'à force de se dénigrer et de passer à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. Le premier facteur d'émission de CO2 dans notre pays, c'est les importations. Vous voulez réduire le coefficient d'émission de CO2 en France, baisser les importations, relocaliser, ramener les emplois chez vous. C'est quand même, je trouve, extrêmement positif en termes de messages qu'on peut faire passer. Le deuxième, et c'est pour moi une vieille conviction, ça ne peut pas marcher si jamais on ne règle pas le problème de la différence entre le travail et l'assistanat. Il y a 10 ans, j'avais dit que l'assistanat serait un cancer pour notre pays. On y est. C'est en train de ronger le pays de l'intérieur. Vous ne pouvez pas arriver à embaucher des gens quand la réalité, c'est qu'en travaillant en 3-8, ils gagnent à peine plus que s'ils restent chez eux. C'est comme ça. On peut le prendre dans tous les sens et on ne peut même pas le reprocher aux gens. Moi, je pense, mais c'est un sujet de débat et ça m'intéressera d'avoir le jugement de Jérôme. Oui, le rapport au travail a changé. Oui, les gens veulent plus de fluidité. Oui, ils valorisent la sphère personnelle. Mais en même temps, ils sont en attente de sens au travail. Et je pense que ce n'est pas tellement le travail c'est pas les Français qui ont perdu le sens du travail, c'est le travail qui a perdu son sens en France. Je vais prendre un chiffre très clair. Une de mes amies gère les services sociaux d'un département. Je lui ai demandé des monographies. Elle me donne un exemple très simple d'un parent isolé, 4 enfants, il touche 2 500 € d'aide sociale par mois. Je ne lui reproche pas du tout. Mais je dis juste, quand vous touchez 2 500 € d'aide par mois, qui est capable d'offrir ici un salaire net à 2 500 €, dans lequel en plus, si jamais vous commencez à avoir ce salaire-là, vous allez perdre toute une série d'aides et vous allez prendre des impôts. C'est impossible, vous pouvez demander ça à personne. Vous ne demandez pas à quelqu'un de faire 30 km de trajet chaque jour pour aller travailler dans une structure potentiellement en 3-8. Pourquoi 50, 100 € de plus que si vous restez chez vous? On a construit un système social qui est devenu fou, où au lieu d'aider les gens temporairement, et il faut les aider temporairement, parce qu'il y a des gens qui peuvent traverser des périodes sociales difficiles, mais où l'objectif, ça doit être de revenir en direction du travail. Nous, on a construit un système dans lequel, pour acheter le silence des gens, on a fait un système social hyper généreux, dans lequel, à l'arrivée, celui qui travaille n'a pas l'impression d'être mieux traité dans notre pays que celui qui ne travaille pas. Et ça, c'est pas juste. Et dans un pays comme le nôtre, où la justice est une valeur fondamentale, ça ne peut pas fonctionner. Il faut remettre la reconnaissance du mérite au cœur du fonctionnement de notre pays. Chacun selon ses mérites, chacun selon son implication. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance de mérite, il n'y a pas de possibilité pour le pays de se reconstruire. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne retrouvera pas de la compétitivité et de la dynamique en France. Et puis la dernière, et je conclus par là, il faut construire une France, et c'est ce que j'appelle la France des régions heureuses. Le terme, je l'utilise à dessein. On nous a vendu l'idée d'une mondialisation heureuse. Cette mondialisation, on a découvert avec le Covid que si jamais vous importiez tout ce que vous fabriquez, vous n'avez plus de masques. On a découvert avec la crise énergétique que le fait de dépendre des autres pouvait avoir des conséquences catastrophiques.
Et on a découvert avec la crise ukrainienne que la guerre, c'était pas fini et que potentiellement ce monde-là était très instable. Du coup, on redécouvre la notion de souveraineté. Bonne nouvelle pour moi. Cette souveraineté en France, si vous voulez la construire, vous ne la construirez pas depuis Paris. Il faut qu'on redécouvre l'énergie qui est dans le pays dans sa profondeur. Un pays qu'on a souvent méprisé. Un pays qui, au moment de la crise des Gilets jaunes, s'est un peu senti à l'écart. C'est-à-dire que la première phase des Gilets jaunes, c'était quand même cette catégorie de Français modestes qui allaient travailler, qui ont eu l'impression qu'ils étaient plus considérés, que ça tombait de Paris avec des règles qui n'étaient plus en osmose. Si vous voulez que le pays fonctionne, il faut le réconcilier. Pourquoi est-ce qu'au début, je vous ai parlé d'un projet qui devait fonctionner pour Lyon, pour le Cantal, pour la vallée de l'Arve? Vous ne pouvez pas avoir un pays dans lequel il y a d'une part des métropoles ultra riches et de l'autre côté des territoires désindustrialisés qu'on laisse à l'abandon. Ce n'est pas ça la réussite de la France. Notre force, au contraire, c'est de réinvestir le pays dans sa profondeur. C'est de refaire vivre des bassins d'emploi comme Thiers. C'est de comprendre qu'à Issoire, vous avez un bassin de l'aéronautique qui est génial. C'est de miser sur le fait qu'à Vienne ou Valence, on peut avoir des territoires de production industrielle. C'est redonner ce message d'espoir à ce qui a toujours fait la force de notre pays depuis la Troisième République. C'est cette compréhension que nous, on a un pays qui recèle d'énergie, de vigueur et de dynamisme dans ces territoires. Et donc reconstruire notre pays, pas à partir de Paris, mais en remisant sur l'énergie de nos territoires et dans des territoires où on vit mieux, où la qualité de vie est meilleure, le coût du logement est moins cher, la possibilité d'élever ses enfants est plus facile et où, à condition de ramener des emplois et notamment des emplois industriels, on peut offrir des vraies perspectives de carrière, de développement qui soient attractifs. C'est cette France des régions heureuses que je trouve un très beau défi à construire pour nous et qui peut être aussi notre caractéristique dans la compétition mondiale qui est devant nous. Voilà. Merci à tous. Merci Laurent Wauquiez. Vous étiez au cœur de cette tournée, transformons la France au cœur des régions heureuses. C'est ce que nous retiendrons ce matin de votre intervention. Merci beaucoup Laurent Wauquiez. On se retrouve très prochainement, je l'espère, dans les colonnes de la Tribune. Merci beaucoup. Bon courage. Le reste de la journée, qu'est-ce que vous avez? Allez. Vous passez... Ah, mais c'est pas vrai.